Donc, alors, je vous remercie beaucoup de m'associer à cette rencontre et je vois le logo qui a égalité là-dessus. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté que je veux partager un peu des connaissances sur la sexualité, mais dans le sens de favoriser l'égalité entre l'homme et la femme. D'accord? Et donc, je suis sexologue. Je vais expliquer un peu ce que c'est que la sexologie. Alors, c'est une discipline clinique dans laquelle il y a des théories, des méthodes et des techniques qui sont issues des sciences biomédicales et psychosociales et qui sont mises au point et appliquées de manière autonome par un professionnel qui est formé dans le but d'améliorer la santé sexuelle de toutes les personnes, des personnes malades ou en bonne santé, des couples, des familles, des groupes et des communautés. D'accord? Donc, on vise à protéger, à promouvoir et à optimiser la santé sexuelle, favoriser l'éducation, la prévention et le conseil en santé sexuelle. D'accord? Mais d'autre part, parce que je suis médecin, on peut recevoir, évaluer, faire des bilans diagnostiques, traiter, réorienter face à une plainte qui correspond à des inquiétudes, des questionnements ou des symptômes occasionnant une souffrance significative relative à l'exercice de la vie sexuelle. D'accord? Mais ce qui est intéressant par rapport à la sexologie, c'est que c'est une approche, l'approche est pluridisciplinaire et holistique et qui tient compte vraiment de l'environnement de la personne. Donc, on n'est pas seul, on a autour de nous des professionnels et on travaille vraiment dans un cadre de déontologie et éthique bien défini. Alors, pourquoi c'est important dans une rencontre comme vous de parler de sexualité? Parce que la sexualité, c'est un aspect central de la vie de toute personne. Toutes les dimensions de l'être humain, le point central, c'est la sexualité. D'accord? Et donc, cette sexualité comprend l'aspect biologique, le sexe biologique, comprend l'identité et les rôles sexuels, comprend l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. La santé de la reproduction est inclue dans la santé sexuelle. La santé sexuelle est plus globale. Voilà. Mais aussi, et pourquoi? Parce que la sexualité est vécue et exprimée sous forme de diverses formes, soit par les pensées, soit par les fantasmes, soit par les désirs, soit par les croyances, les attitudes, les valeurs, les comportements, les pratiques, les rôles et les relations que nous maintenons. D'accord? Alors, pour moi, ce que je trouve intéressant, parce qu'après, il y a une discussion interactive qu'on peut avoir, qui peut durer assez longtemps, c'est de savoir qu'il y a plusieurs dimensions de la sexualité. Il n'y a pas une seule dimension. Il y a cette dimension biologique où on retrouve la reproduction, où on retrouve l'anatomie, les éléments de la réponse sexuelle que je vais vous développer tout à l'heure, les infections sexuellement transmissibles, la contraception, le rôle des hormones sexuelles dans la sexualité, d'accord? Il y a aussi une dimension qui est psychologique, qui est très importante par rapport à l'estime de soi, le développement de fantasmes sexuels, l'érotisme, le désir, les questions d'identité sexuelle. Il y a cette dimension cognitive qui correspond aux informations qu'on a acquises et intégrées pendant tout notre développement. L'éducation, ce qu'on a reçu pendant l'éducation, comment on interprète et comment on évalue nos propres expériences sexuelles sont liées à la dimension cognitive. Il y a cette dimension affective qui est très importante, qui a trait aux émotions, aux sentiments d'amour, à nos réactions liées à l'attachement, à certaines émotions qu'on peut vivre dans la sexualité, d'accord? Et les sentiments, je l'ai déjà dit. Puis, il y a cette dimension, on se voit cette vaste dimension qui joue, qui est cette partie très importante par rapport à l'égalité dans la vie sexuelle entre l'homme et la femme, qui sont, ou entre hommes et femmes, ou ça dépend entre hommes ou femmes. Les normes, qui sont les normes socioculturelles, les sujets tabous, le rôle des médias dans la construction de la sexualité, le rôle des stéréotypes, des rôles sexuels et des rituels, des pratiques sexuelles qui peuvent exister dans une communauté ou dans une société. Puis, il y a aussi cette dimension vaste qui est la dimension spirituelle. Alors, l'OMS a donné des définitions de la santé sexuelle. Donc, je ne vais pas m'attarder à vous donner les définitions. Je pense que ça, on peut le trouver un peu partout. Ce dont je veux arriver, c'est on parle d'égalité. J'ai vu à peu près les sujets que vous traitez et avant que vous commenciez, il y avait une autre session, je ne sais pas sur quoi, mais j'ai juste capté quand une fille parlait
de virginité, la promotion de la virginité dans sa région, que des fois, maintenant, elle se marie, elle ne sait pas comment faire. Je ne sais pas quelle question c'est, mais ça m'intéresse de donner les réponses ici. Si on veut promouvoir l'égalité de genre, moi, j'ai toujours dit, on a des programmes d'égalité de genre. Vous m'écoutez? Oui, oui, on vous écoute. Voilà. Moi, j'ai toujours dit qu'on a la direction équité genre, le programme d'égalité de genre. Et j'ai toujours dit à tous ces gens qui travaillent dans les programmes d'égalité de genre, j'aurais dit, si vous n'interrogez pas l'intimité, si vous n'arrivez pas jusqu'à l'intimité des individus, vous n'allez pas pouvoir adresser complètement les difficultés liées à la question d'égalité entre les genres. Déjà, par rapport à nos coutumes, à nos pratiques culturelles, je ne sais pas au Togo ou au Cameroun ce qui se passe, mais imaginez qu'au Sénégal, on pratique encore l'excision. Hein, cette partie, cet organe de plaisir qui est encore enlevé chez la femme et qui après vous dit que j'ai des rapports sexuels, je n'ai pas de plaisir. Et en plus, qui peuvent, selon les formes, hein, il y a plusieurs formes, et selon la forme la plus grave qui est l'infibulation, ça peut créer des problèmes de santé de la reproduction, qui crée des problèmes chez la maman et chez l'enfant. D'accord? Et c'est la pratique. Et c'est les mamans qui transmettent cette pratique à leurs filles. C'est les hommes qui disent, je préfère épouser une femme excisée. Je suis d'accord d'avoir une copine excisée puisque ça correspond à ce qui fait que je peux appartenir à une communauté. Et là, je me dis, peut-être qu'il nous connaît. Nous avons un rôle. Nous avons J'y vais. Oui, oui, et je me dis, nous avons un rôle à jouer au niveau de la connaissance même. Il y a un besoin de connaissance de l'anatomie sexuelle et du rôle de l'anatomie sexuelle. Vous comprenez? Et des ressemblances entre l'anatomie sexuelle, entre l'homme et la femme. Cet homme qui dit, il faut que j'excise cette femme, il faut que j'épouse une femme excisée, il ne sait pas que son organe génital ressemble exactement point pour point à l'organe génital de la fille. Alors, c'est quoi les équivalences? Le gland du clitoris de la femme correspond au gland du pénis de la femme. D'accord? Les grandes lèvres, la peau des grandes lèvres correspond à la peau des testicules de l'homme. D'accord? Les petites lèvres chez la femme correspondent à le raflé médian. C'est un trait qui est sous les testicules, qui remonte et qui se retrouve au niveau du pénis, qui est un trait un peu plus noir et qui est très sensible chez l'homme. Ça correspond aux petites lèvres. Vous voyez? Jusqu'à la 10e semaine, chez la femme en grossesse, le sexe est indifférencié. Et à partir de la 12e semaine, quand il y a un chromosome Y, ce chromosome Y synthétise dans l'utérus ce qu'on appelle un hormone sexuel qu'on appelle testostérone, qui fait que le clitoris grandit, qui devient un pénis, qui fait que 2 testicules fabriqués dans l'abdomen descendent dans les grandes lèvres, ça devient le scrotum, testicule et la peau, qui devient le scrotum. Et les grandes lèvres sont complètement soudées et ça fait un homme. D'accord? Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de dire, quelle est la femme qui n'a jamais fait de fellation à son partenaire? Parce que les hommes le demandent, ils savent que c'est une zone de plaisir. Et le gland est très sensible chez l'homme. Mais c'est exactement cette zone qui est chez la femme, qui est le clitoris, qui donne du plaisir à la femme. Ce n'est pas seulement le plaisir plus l'orgasme, parce qu'il y a plaisir et orgasme, ce n'est pas du tout pareil. L'orgasme, c'est des réactions physiques accompagnées de sensations de volupté pour la femme et qu'on enlève. Je pense que ces jeunes, c'est une génération de jeunes qui savent tout ça, ne vont pas chercher vraiment à dire je préfère épouser une femme excisée. Vous comprenez? Et la femme aussi, qui ne connaît pas ça, je pense que si elle sait ça aussi, elle peut, pour qu'une femme, moi je dis toujours que quand une femme vient dire je n'ai pas de plaisir, c'est que je dis qu'elle ne connaît pas son corps. Si on éduque une femme à toute sa vie à ce que ton plaisir sexuel correspond, toute ta vie, c'est tout ce qui te fait que tu vis ta féminité, que tu es une femme, c'est de faire plaisir à ton partenaire, c'est de satisfaire ton partenaire. Je dis que cette femme ne connaît pas son corps. Et donc, je pense qu'il y a des formations à faire par des professionnels qui peuvent adresser ces sujets-là pour déjà connaître son corps, être à l'aise à son corps pour pouvoir affirmer quelque chose. On ne peut pas affirmer
prendre des décisions si on ne sait pas par rapport à son partenaire, pour créer au moins des relations égalitaires à ce niveau-là. Déjà, ça, c'est au niveau de l'anatomie. D'accord? Être à l'aise avec son corps, connaître son corps, pouvoir parler de soi, de ce qu'on aime, parce que le problème, c'est cette agentivité-là, de dire c'est ça que j'aime et de pouvoir le confirmer par j'ai un vocabulaire pour dire ce que j'aime et comment je l'aime. D'accord? Et donc, déjà, c'est une première. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut connaître par rapport à l'anatomie sexuelle. L'autre deuxième point, c'est les réactions sexuelles chez l'homme et chez la femme. D'accord? Quand je demande à un homme, tu veux faire l'amour avec ta partenaire, comment tu sais que ta partenaire est excitée? Parce que toi, tu es un homme, on voit ton érection, comment tu sais? Il me dit, ah, moi, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. C'est parce qu'elle fait des manières. Je dis, non. Ton pénis qui est en érection, c'est une réaction qu'on voit. Ça fait partie de ton anatomie. Mais et pour la femme? Qu'est-ce que se passe chez la femme? Je dis, ah, ça, je ne sais pas. Et je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais déjà chez nous, qu'est-ce qui se passe? On demande à ceux qui viennent de se marier d'éteindre la lumière. Je leur dis, mais ça, c'est criminel. Donc, tu éteins la lumière, ça veut dire que tu ne vois pas l'anatomie, tu ne vois pas le corps de l'épouse, tu ne vois pas son anatomie, tu ne touches pas son anatomie, et pourtant, vous voulez pénétrer. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui est véhiculé, c'est qu'on dit, le premier rapport sexuel, ça fait mal. Ça fait mal et ça saigne. Mais oui, parce qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas lubrifiée. Parce qu'un premier rapport sexuel ne fait pas, s'il est bien préparé, si la femme est bien prête au niveau de son anatomie sexuelle, un premier rapport sexuel ne fait pas mal et ne saigne pas. Un premier rapport sexuel se passe bien. D'accord? Alors, donc, par ces connaissances-là, on peut déconstruire beaucoup de différences de comportement dans la communauté entre les hommes et les femmes. Il y a des informations très importantes à connaître. Et si on veut travailler, on veut évoluer dans l'égalité de genre, on peut pas, il faut qu'on adresse les problèmes qui sont liés à qu'est-ce qui se passe dans mon intimité. Puisque c'est dans mon intimité que je suis là à réfléchir et à vouloir prendre une décision. Je suis seule avec moi-même. Et qu'est-ce que je sais de moi-même? D'accord? C'est très important. Alors, ça va jusqu'à présent? Vous écoutez? On écoute très bien. Vous écoutez très bien. On écoute. Voilà. Alors, très bien. voilà. Alors, déjà, ces réactions sexuelles, c'est-à-dire une femme qui est prête pour un rapport. J'ai l'habitude de dire, je ne sais pas comment vous, j'ai l'habitude de dire que le bon Dieu a vraiment tout fini. Il n'a rien raté, il n'a rien oublié. Une femme qui est prête sexuellement, Allô? On vous a perdu. On vous a complètement perdu son et image. Je pense qu'elle a un petit souci de connexion, donc on va l'attendre un peu. Effectivement, son et image coupée. Elle est partie, elle va revenir. D'accord. Pour le moment, on va savourer un peu la chanson du forum. Donc, ta démission est confirmée. Qu'est-ce que tu conçois? Je ne suis pas inquiet. Demain, j'ai un entretien d'embauche à la première heure dans une grande société en cabinet commercial. Je prie que ce poste.
Arrête de dire ça. C'est normal. On arrive ici. Tu vois bien quand même dans son genre. Tu sais pas. Oui, allô? Excusez-moi, hein, on a eu une coupure là. Je m'excuse, hein. Ok, elle est là. Je pense qu'on va poursuivre. On a une coupure on a une coupure d'internet là. Ah, désolé. Mais Désolée. vous êtes revenu, c'est ça? Hein, on a une coupure là. Oui, c'est bon maintenant, s'il vous plaît. Pardon? Ok, c'est bon maintenant, s'il vous plaît. On a une coupure on a une coupure d'internet là. Ah, désolé. Mais Désolée. vous êtes Oui. Hein, on a une coupure là. Oui, c'est bon maintenant, s'il vous plaît. Pardon? Ok, c'est bon maintenant, s'il vous plaît. On a une coupure d'internet là. Ah, désolé. J'ai- Vous êtes J'ai un problème de son. J'ai un problème de son. Oui. Pardon? Ok, c'est bon maintenant, s'il vous plaît. Mais coucou, vous avez... Ah, oui. J'ai un problème de son. Allô? J'ai un problème de son. Oui, j'ai un problème de... Ce que je dis est répété plusieurs fois. Oui, c'est pareil chez moi aussi, je sais pas pourquoi. Maintenant, c'est bon. D'accord. Ok. Je vais continuer. Oui, j'ai un problème. Ce que je dis est répété plusieurs fois. Oui, c'est pareil chez moi aussi, je sais pas pourquoi. Maintenant, c'est bon. D'accord. Ok. Je vais continuer. Oui, j'ai un problème. Ce que je dis est répété plusieurs fois. Oui, c'est pareil chez moi aussi, je sais pas pourquoi. Maintenant, c'est bon. Ok. Je vais continuer. Oui, j'ai un problème. Ce que je dis est répété plusieurs fois. Oui, c'est pareil chez moi aussi, je sais pas pourquoi. Maintenant, c'est bon. S'il vous plaît, il y a l'une d'entre vous qui est peut-être connecté directement à la plateforme Samaro, ce qui fait qu'il y a un doublon. Donc, s'il vous plaît, voyez dans vos onglets pour voir s'il n'y a pas un doublon de la réunion qui se passe sur la plateforme Samaro. S'il vous plaît, il y a l'une d'entre vous qui est peut-être connecté directement à la plateforme Samaro, ce qui fait qu'il y a un doublon. Donc, s'il vous plaît, voyez dans vos onglets pour voir s'il n'y a pas un doublon de la réunion qui se passe sur la plateforme Samaro. S'il vous plaît, il y a l'une d'entre vous qui est peut-être connecté directement à la plateforme Samaro. S'il vous plaît, Madame Jeanne, Docteur Jeanne, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous déconnecter de la réunion et vous reconnecter pour voir si le problème se règle?
S'il vous plaît, je vois que vous parlez, mais on n'écoute pas. Voilà. C'est bon, là, je pense. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Alors, donc, je vais parler de l'anatomie sexuelle de la femme qu'il faut connaître. Donc, toute la zone de l'anatomie sexuelle, toute la zone sexuelle s'engorger, que au niveau du vagin, la vulve de la femme qui est excitée, c'est des réactions d'excitation sexuelle, la vulve du vagin de la femme est ouverte pour permettre la pénétration. Et l'autre élément clé, c'est la lubrification. Une femme excitée sexuellement aussi, elle a des frétillements au niveau du muscle du vagin. Au niveau du muscle du vagin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tous ces éléments participent à ce qui fait que le rapport sexuel, il faut ça pour que le rapport sexuel soit agréable. Si le partenaire ne voit pas ces signes, c'est que ce n'est pas le moment de pénétrer. C'est qu'il y a autre chose à faire au niveau de la relation, au niveau de l'intimité, au niveau du rapprochement émotionnel, au niveau de la sensualité, pour pouvoir arriver à ce que cette femme arrive à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est déjà en érection, mais il doit apprendre à patienter à ce que la femme soit prête avant de pénétrer. D'accord? Mais si le couple ou l'homme est seulement dans la performance sexuelle, parce qu'on a dit que c'est un homme, il faut qu'il soit fort, qu'il pénètre, alors qu'il ne sait pas si cette femme est prête physiologiquement au niveau de son anatomie, reconnaître les signes au niveau de l'anatomie de la femme pour pénétrer, c'est difficile. D'accord? Et malheureusement, vous voyez des femmes qui disent, mais j'ai toujours dit à mon mari d'attendre, de patienter, mais il ne veut pas, il pénètre directement et ça me crée des problèmes. Voilà. Et c'est pour ça que je dis souvent aux hommes que je reçois en consultation, j'ai dit, dans votre relation, au niveau relationnel, on ne vous a pas appris à faire attention à ce que la femme dit, mais écoutez votre femme au niveau de la sexualité. Tout ce qu'elle vous dit, c'est là-bas. Si elle vous dit patienter, il faut patienter. C'est parce qu'elle ne sent pas encore cette excitation qui est là, qui permet de vibrer ensemble, de vivre ce plaisir-là pendant l'activité sexuelle. D'accord? Et en général, quand les hommes savent ça, ça modifie tout leur comportement. D'accord? Mais une femme qui sait ça aussi, il faut l'affirmer. Il faut qu'elle le sache et qu'elle puisse l'affirmer dans l'interaction qu'elle a avec son partenaire pour pouvoir vivre du plaisir de la rencontre sexuelle. Au niveau de l'anatomie sexuelle, il faut comprendre quelque chose qui est très important. Le vagin de la femme est insensible. Vous pouvez prendre une lame de bistouri ou de rasoir, couper l'intérieur du vagin, la femme ne le sentira pas. Donc, ce n'est pas le frottement du pénis dans le vagin qui va faire qu'elle va ressentir du plaisir. Le plaisir qu'elle va ressentir sera lié à la pression que le pénis va exercer sur le muscle de l'entrée du vagin. Le muscle juste à l'entrée du vagin, c'est la pression du pénis sur le muscle parce que les récepteurs qui donnent du plaisir à la femme sont en profondeur au niveau de ce muscle. Le muscle est juste à l'entrée, il n'est pas à l'intérieur du vagin. Ça, c'est très important que les deux partenaires le sachent parce que ça va déconstruire. Qu'est-ce que ça va déconstruire en même temps? Cette initiation sexuelle que les jeunes maintenant ont par Internet, où la sexualité, c'est toute son énergie qu'on donne à la profondeur de l'acte sexuel, à la vigueur qu'on donne à l'acte sexuel, parce qu'en fait, alors qu'en fait, donner du plaisir à la femme ne dépend pas de la taille du sexe, si vous avez compris ce que je vous explique. Vous comprenez? D'accord? Et ça, c'est l'anatomie. Il faut être assertif si on connaît son corps. Donc, savoir que je veux du plaisir et savoir par où passer avec son corps pour avoir du plaisir et recevoir du plaisir. Alors, quand ça c'est compris, qu'est-ce qui se passe maintenant? Où sont les autres enjeux au niveau de l'égalité, au niveau de l'homme et de la femme? En tout cas, dans le vécu, dans l'intimité, ça se trouve au niveau des normes sociales, des stéréotypes sexuels et de genre, au niveau des comportements sexistes qui se trouvent au niveau du comportement des gens. Vous voyez, la société demande à une femme d'être vierge avant d'arriver au mariage. Il ne le demande pas à l'homme, hein? C'est un stéréotype. Et j'ai vu dans la présentation tout à l'heure que la femme arrive vierge au mariage et maintenant, à 26 ans, elle se pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être à la hauteur pour mon homme? Vous comprenez? Vous m'entendez là? Tout le monde m'entend? Oui, madame. Voilà.
Ok, merci. Alors, est-ce que je vais être à la hauteur? Donc, déjà, j'ai parlé de l'anatomie pour comprendre comment être à la hauteur, comment comprendre son anatomie des sources de plaisir. Mais aussi, ces stéréotypes qui sont là, ces stéréotypes qui sont là, par exemple, qui disent, par exemple, je donne un exemple au Sénégal, il y a un stéréotype qui dit que la femme, elle n'aime pas, elle s'habitue à un homme. Vous imaginez, elle n'aime pas, elle s'habitue à un homme, d'accord? Mais ça valide le fait que les femmes, on les marie à un homme qu'elle ne marie de force, à un homme qu'elle n'aime pas. Donc, la société le valide par ce stéréotype-là, d'accord? Mais une femme, heureusement que maintenant ça change de plus en plus, mais en fait, ça existe toujours. Une femme a le droit de choisir son amoureux. Et quand vous discutez avec des femmes excisées, par exemple, elles vous disent, docteur, mon problème, ce n'est pas l'excision, mon problème, c'est le mariage forcé. Je suis excisée, certes, mais je suis mariée à quelqu'un que je n'aime pas. Parce que dans notre communauté, par exemple en Guinée, où la majorité, à 97%, elles sont excisées, elles vous disent, les femmes, les sages-femmes vous disent, mais les femmes qui sont remariées à un homme qu'elles aiment, elles n'ont pas de problème sexuel. Parce que la relation est rétablie, les sentiments sont rétablis, la sensorialité, les émotions sont exprimées et les choses se passent mieux. D'accord? Et ces stéréotypes-là sont transmis aux jeunes. Ils sont transmis aux adolescents jeunes. Et ces stéréotypes-là, des adolescents jeunes vont s'y référer. Ils vont adhérer à ces stéréotypes puisque c'est ça qui leur forge leur identité. Leur identité de gens vont être formés par ça, leur identité à dire j'appartiens à telle communauté, je fais comme telle communauté est liée à cette transmission de ces stéréotypes sexuels. Vous comprenez? Si on dit à une femme que si elle exprime ses désirs sexuels, c'est que ce n'est pas une bonne fille. Alors, elle cache ses désirs sexuels, elle n'exprime rien, elle n'apprend pas à exprimer ce qu'elle ressent par rapport à sa sexualité. Et pof, dans le mariage, maintenant, qu'est-ce qui se passe? 10 ans après, l'homme va se plaindre que, voilà, c'est toujours moi qui vais vers la fille, elle ne vient jamais vers moi. Alors que, écoutez bien, alors que cet homme, cette même fille qui 10 ans après, il s'en plaint parce qu'elle ne dit rien, elle ne me provoque pas, il avait choisi, parce que c'était une fille qui était sage, qui correspondait, qui avait les valeurs qui correspondaient à sa communauté. Et maintenant, 10 ans après, ça ne lui plaît plus, je ne veux plus d'une fille sage, je veux une fille qui vient vers moi, qui me dit ce qu'elle aime, qui m'exprime. Mais on n'a jamais appris à la fille à se comporter comme ça. Et des fois, elles ont même peur de se comporter comme ça devant le partenaire parce qu'elles pensent que le partenaire ne va pas les aimer. Le partenaire va dire que, oh, où est-ce que tu es passé, avec qui tu as été pour me dire des choses comme ça. Vous voyez comment, insidieusement, on construit des comportements qui, dans l'intimité, vont créer des différences extraordinaires et qui vont amener des problèmes relationnels et qui font que l'homme, chez nous, l'homme va se tourner vers une autre femme, se remarier. Et on dit oui, j'ai le droit parce que j'ai le droit à 4 femmes, donc je vais le faire. Vous voyez un peu comment les stéréotypes, les normes peuvent créer ces inégalités, en tout cas, dans les appréciations de la vie sexuelle ou entre hommes et femmes. Et je pense que c'est très important à adresser si on veut travailler, si on a cette fibre féministe, si on veut travailler sur l'égalité entre l'homme et la femme. Je pense que je ne sais pas si je vais arrêter là et attendre que les gens posent des questions pour pouvoir développer le sujet. D'accord, merci madame pour ces interventions. Donc, si vous avez des questions, pouvez lever la main. Je vous attribue la parole et vous posez la question. Je pense qu'on peut aller comme cela. Merci beaucoup. D'accord, Solange, vous avez la main, s'il vous plaît. Ok, bonsoir tout le monde. Je remercie notre sexologue qui est en train de nous entretenir. Je prends le forum un peu
parole parce que j'ai eu des problèmes de connexion jusque-là. Alors, ce n'est pas vraiment une question que j'ai. Je voudrais appuyer en une ou deux phrases ce que la dame a dit en suggérant que nous fassions une différence entre la sexualité et la génitalité. La génitalité, c'est le fait de copuler de façon, enfin, au sens littéral. Le moment où le sexe féminin, enfin, elle pénétrait pas le sexe masculin. En gros, c'est ça la génitalité. Mais la sexualité, c'est tout ce qu'il y a autour, dont la dame vient de parler. Il y a l'attention, l'écoute, apprendre à se connaître l'un l'autre, exprimer ses désirs et tout ça, qui en fait prépare la génitalité. La génitalité, c'est disons, la fin, la dernière étape d'un processus, disons, sur le plan de la sexualité. Donc, on a beaucoup entendu parler du thème sexualité, mais la génitalité, non. Je pense qu'il faut faire, je ne sais pas, des formations aussi bien aux hommes qu'aux femmes, aux jeunes filles, pour faire cette part-là, afin que nous comprenions toutes les notions dont la dame a parlé. J'ai été un peu scotchée quand elle disait que les femmes excisées qui se sont mariées avec les hommes qu'elles aiment n'ont pas de problème sur le plan sexuel. J'ai été scotchée parce que dans ma tête, c'était pas possible. Je veux dire, avec le clitoris coupé, je me disais qu'il y a la grande partie de la possibilité d'avoir du plaisir qui est passée. Enfin, surtout si celles excisées sont clitoridiennes. Voilà, et le fait de savoir que ça ne pose pas problème à celles qui sont réellement amoureuses de leur mari, c'est un nouvel aspect que ça me montre moi-même, alors que j'ai essayé de faire des recherches en tant qu'ignare ou en tant que novice dans ce domaine, et je suis un peu scotchée. Alors, on a le problème des mentalités qui se posent aussi bien dans les pays, je ne sais pas, on va dire, musulmans ou d'autres, ou enfin, dans les pays musulmans, on a l'impression que le terme sexualité est plus. Allô? Vous me recevez? On n'a pas entendu. Le terme sexualité en pays musulman? Voilà, je disais que en tant que ressortissante d'un pays non musulman, pour moi, c'est dans les pays musulmans où on parle de voile et tout ça, que le sujet de sexualité est plus tabou. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est partout. Les mentalités sont un peu bouchées aussi bien chez les hommes que chez les femmes, hein? Et les jeunes filles qui essaient de s'en sortir sont montrées du doigt quand elles s'expriment ouvertement, ou alors c'est qu'elles doivent se cacher pour dire certaines choses ou peut-être pour faire certaines choses. Donc, je pense qu'on a réellement besoin d'une formation dans ce sens. Moi, j'étais sur un forum WhatsApp où il était question de sexualité. Il y a une fille qui était venue me parler des gémissements, comment exprimer son ressenti par des petits cris. Et les gens l'ont vidé du forum, alors que c'est un forum complètement ouvert d'esprit, on nous a dit. Donc, je pense qu'il y a un gros effort à faire dans ce sens, dans tous les pays, dans toutes les couches, chez les hommes, chez les femmes, chez nos aînés, chez les plus jeunes, etc. Voilà, c'était mon apport, pas vraiment une question. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, madame, pour votre apport. J'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez dit. C'est vrai que par rapport à la femme excisée, il y a une certaine stigmatisation par rapport au plaisir. C'est vrai que c'est l'organe de plaisir, mais pour atteindre l'orgasme qu'on a enlevé. Alors que les sources de plaisir chez la femme, quelles sont, au niveau du sexe anatomique, les sources de plaisir chez la femme? C'est le clitoris, c'est les deux grandes lèvres, c'est le muscle de l'entrée du vagin. L'entrée du vagin, le muscle du périnée, c'est ce muscle. Ces trois zones-là sont les sources de plaisir physique chez la femme. Ce n'est pas l'intérieur du vagin. Donc, les grandes lèvres sont sensibles au toucher léger. Le clitoris est sensible
à la pression et à la vibration. Et le muscle de l'entrée du vagin est sensible à la vibration. Vous comprenez? Et c'est cette zone-là quand une femme a un orgasme, c'est-à-dire quand son excitation sexuelle atteint son sommet et qu'elle a des fortes contractions musculaires, c'est cette zone, c'est des muscles qui se contractent et qui déterminent la forte sensation qui s'accompagne de sensations de volupté très intense et qui commence très, très, très fort et qui diminue, et qui diminue. Avec d'autres femmes en ligne. Donc, voilà. Et il faut reconnaître. Il faut qu'une ferme son micro. Voilà. C'est comme ça. Allô, madame, votre micro. On ne vous reçoit plus. Votre micro est coupé, on ne vous reçoit plus. Alors, OK. C'est bon? Oh oui, c'est bon. Oui, c'est bon maintenant. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous m'avez pas entendu. Je parlais de plaisir. Après, les zones qui sont sensibles à différentes vibrations et tout ça. Ah, d'accord. Et ça fait longtemps alors. Donc, je disais que le clitoris est sensible à la pression et au toucher léger, que les deux grandes lèvres sont sensibles au toucher léger et que le muscle, ce muscle qui est à l'entrée du vagin, qui est sensible à la pression profonde, c'est ce muscle qui déclenche l'orgasme chez la femme. L'orgasme chez la femme, à part le clitoris, la stimulation du clitoris directement, la femme peut ressentir un orgasme par l'excitation sexuelle. Elle ressent, il faut que son excitation sexuelle soit très, très forte et le sommet de l'excitation sexuelle déclenche ce qu'on appelle un orgasme. C'est-à-dire, lors de la pénétration, c'est pas le frottement de la pénétration dans le vagin, non. C'est la façon dont le pénis ébranle ce muscle qui est à l'entrée, la façon dont il est ébranlé, qui donne des sensations et qui peut aller jusqu'à l'orgasme. Donc, pour moi, c'est ça les sources de vie. Il y a plaisir, il y a orgasme. C'est une sensation de volupté. Le plaisir qui est là. La sensation de plaisir est quelque chose qui se vit dans l'intimité, dans l'interaction entre les deux partenaires. C'est lié à l'intensité de l'intimité, c'est-à-dire l'intimité au niveau émotionnel, physique, le rapprochement physique, la mise en œuvre de la sensualité, qui fait que les organes de sens sont mis en œuvre. Les organes de sens, c'est qu'est-ce que j'ai vu qui me donne des idées sexuelles, donc qui stimule le cerveau, qu'est-ce que j'ai senti qui me donne des idées sexuelles, le toucher, les caresses qui stimulent le cerveau, qui donnent des idées sexuelles, le goût, c'est s'embrasser, d'accord, et la vue. Ces organes de sens stimulent le cerveau. D'accord? Et quand le cerveau est stimulé, qu'est-ce qui se passe? Il y a une commande au niveau du corps, dans le sang, des molécules qui se déversent dans le sang. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée maintenant les réactions au niveau du sexe, avec toutes les réactions anatomiques que je vous ai expliquées au départ. L'homme qui se met en érection, la femme qui lubrifie et tout le sexe qui s'engorge. D'accord? Alors, ça m'amène à dire quoi? Ça m'amène à vous dire quoi? Parce que nous, on est dans une société qui est très érotisée, mais dans le sens de la séduction. Séduire pour avoir le partenaire. Mais une fois que j'ai mon partenaire, la séduction est finie. Qu'est-ce qui entre en jeu maintenant? C'est la sensualité. Et c'est ça qui est tabou en fait dans la partie sexuelle. C'est cette sensualité qu'il faut développer. C'est cette partie qui est tabou, qui est difficile à nommer, qui n'est pas intégrée dans l'éducation de la fille, alors que le garçon, il arrive avec tout un bagage parce qu'entre eux, ils parlent. La fille n'a pas le droit de parler de ses ressentis. D'accord? Et qu'il faut mettre en œuvre pendant le mariage, qu'il faut apprendre à développer. Donc, c'est le cerveau. Quand on fait des apprentissages
C'est d'autant plus intéressant qu'on le sait, qu'on a intégré et qu'on le fait, qui détermine tout ça comme plaisir. Vous voyez? Donc, c'est un vaste travail par rapport au plaisir sexuel chez la femme. D'accord? Mais si une femme a été éduquée dans la pudeur, parce qu'elle doit cacher ses sentiments, il n'y a que l'homme qui doit venir lui faire la cour, la draguer. Mais dans le mariage, il faut faire tout pour laisser la pudeur derrière la porte de la chambre. Et dans l'intimité, vous êtes à égalité. Et chacun y donne du sien. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, il y a Annie qui a la main levée, donc je pense qu'on va lui donner la parole. Madame Annie, vous avez la parole. Prière à ceux qui n'ont pas la parole de teindre leur micro. Et quand vous donnez la parole, vous l'ouvrez s'il vous plaît, pour éviter les bruits de fond. Allô? Oui. Bonjour à toutes. Merci de m'accorder la parole. Je félicite vraiment Madame pour son exposé sans tabou. Ce sont des questions qu'on n'ose pas soulever dans notre pays. Moi, je suis de la République démocratique du Congo. Je suis d'une province, la province du centre, le Kasaï. Dans cette province, la femme est chosifiée. Donc, le sexe, c'est l'homme qui commande. Donc, le plaisir de la femme ne compte pas et consort. Donc, ça nous donne, et ça nous motive à continuer la lutte, à ce que nous associons à la lutte les questions liées à la sexualité, telles que vous venez de le dire, qu'on parle de ça ouvertement dans notre milieu, aux femmes activistes, qu'on leur parle pour leur épanouissement. Parce que vous savez, la plupart, nous tombons dans le piège des divorces à cause de toutes ces choses-là. Parce qu'on n'ose pas parler des questions de plaisir dans nos couples. Alors, vraiment, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Vraiment, merci beaucoup pour cet enseignement enrichissant qui montre que le renforcement des mouvements féministes, ce n'est pas seulement sur la question des droits publics, mais aussi les droits privés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Annie Bambé. Oui, vous avez raison de parler du divorce. Effectivement, parce quand je reçois en consultation des hommes qui viennent et qu'on parle un peu de la relation et qu'ils osent, parce que l'homme en Afrique, je pense que selon son éducation, on lui apprend difficilement à négocier en situation de crise. Lui, il peut juste donner des ordres. Voilà, la décision finale, c'est ça qu'on fait. Et quand il se rend compte que la communication est importante et qu'elle est liée à sa capacité, à sa sensorialité en fait, à sa sensualité, parce qu'on trouve l'apaisement dans la sensualité. La séduction, c'est des enjeux de pouvoir. La sensualité, on trouve l'apaisement. Et qui comprend que c'est tout à fait naturel, que ça lui est accessible, que finalement la communication, ce n'est pas un rapport de force. Il vous dit, Madame, je vous remercie parce que j'allais divorcer. Mais ce que vous venez de me dire me conforte, me fait comprendre que je peux communiquer autrement. Il avait juste besoin de cette permission, d'humilité, de ne pas être en position de chef, même au lit, pour comprendre que les choses pouvaient mieux se passer. Et sinon, ça peut finir par le divorce. Effectivement. Merci beaucoup, Madame Annie. Merci, docteur. Il y a d'autres mains qui sont levées. Je vais donner la parole à Madame Bossou Natacha. Il y a des questions également dans le chat. Donc, au fur et à mesure, on va les lire et vous allez répondre en même temps. Madame Bossou Natacha, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup pour une question. Je voudrais savoir également jusqu'à quel âge il y a un problème de son, je ne vous entends pas ça.
Ça fait le son de... Il y a un problème de son avec Bossou, Natacha. Oui, effectivement. Je pense qu'elle a un souci de connexion. Donc, on va donner plutôt la parole à monsieur ou madame Afantou. Donc, vous pouvez aller le temps que madame Natacha ne revienne. Ah, d'accord. Madame Claudette, vous avez la parole. Madame Claudette est là? OK. Oui, je suis là. OK, allez-y, s'il vous plaît. Oui, merci pour cette belle thématique que nous avons suivie. Moi, ma préoccupation au niveau du fait que... Excusez-moi, j'ai un problème d'interférence là. Je coupe le... Voilà. Ma préoccupation au niveau du fait que, vous savez, il y a certaines femmes qui naturellement naissent dégourdies et qui, malgré les stéréotypes, dans leur tête, tout se passe sans tabou. Quelle que soit leur éducation, quand ils arrivent dans le ménage, elles sont vraiment dégourdies, elles expriment leurs désirs, leurs envies et autres. Mais le problème se pose quand l'homme, à son tour, pense que cette femme-là, elle est peut-être dévergondée, elle ne se comprend pourquoi est-ce qu'elle est aussi relaxe quand on doit parler de sexe. Il y a des hommes que ça dérange, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a cette possibilité d'éduquer ces hommes et de leur faire comprendre qu'en réalité, c'est de ce genre de femmes que la société a besoin? Parce qu'on est là à parler aux femmes, on leur dit oui, apprenez à dire ce que vous ressentez, n'ayez plus peur des hommes, vous êtes égaux, une fois dans le lit, vous êtes égaux et tout. Et quand les femmes commencent à s'exprimer, c'est toujours ces mêmes hommes qui se lèvent, qui pensent que leur femme est dévergondée. Ou même si le couple est vraiment très proche de la grande famille et que la famille constate que cette femme-là, elle est vraiment sans tabou, on la traite de sans vergogne. Est-ce qu'il n'est pas temps d'éduquer ces hommes et de leur faire comprendre qu'en réalité, la femme est un être à part entière, qui a aussi des besoins, qui a besoin de dire ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent. Comment est-ce que ça s'est passé maintenant? Elle a besoin de dire, de donner ses impressions, de donner son avis. Je me demande si on ne va pas saisir une thématique dans ce sens aussi, pour faire comprendre à ces hommes que la femme a vraiment le droit de dire ce qu'elle ressent. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, je crois que je vais revenir par rapport à ça parce que ce n'est pas encore très clair dans ma tête à moi-même, donc je ne peux pas la poser. Je vous remercie. Il faut quand même dire, je vais vous répondre à la première et vous allez me dire, effectivement, il y a des personnalités, chez chaque individu, il y a la personnalité, il y a le tempérament, puis il y a la qualité d'attachement. Et vous avez des personnes qui ne subissent pas le poids des normes sociales ou des stéréotypes sexuels et qui s'en libèrent. Et effectivement, vous avez très raison que quand vous avez en face un homme qui vous voit assez libéré et qui vous dit carrément, mais où tu as appris ça? Donc, ça veut dire que je ne suis pas ton premier homme. Donc, alors, ça, c'est terrible parce que moi, je reçois des femmes en thérapie. Quand je finis de faire la thérapie, bon, heureusement, c'est une seule, hein, en 10 ans, une seule m'a dit, docteur, tout ce que vous venez de me dire, je ne le ferai pas. Je dis, mais pourquoi? Elle m'a dit, parce que mon mari va me demander où je suis passée pour lui faire tout ça. Et pour mon plaisir, pour rechercher mon plaisir, il va se poser des questions sur ma valeur. Vous voyez, et c'est terrible ça d'entendre quelque chose comme ça. C'est pour ça que on s'intéresse au programme d'éducation sexuelle. On dit qu'il y a des adultes qui ont des difficultés. On va s'intéresser aux jeunes, faire des programmes d'éducation sexuelle, adresser les stéréotypes sexuels, interroger les valeurs à leur niveau pour qu'ils grandissent, qu'ils puissent considérer la femme à part entière comme ce corps qui est là comme moi. Maintenant, pour les adultes,
pour les adultes, il faut des programmes dans les communautés. Par exemple, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les Badienougor. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les Badienougor. C'est des femmes très influentes dans les communautés, des leaders, des femmes leaders, qui sont formées à la santé sexuelle et qui peuvent parler aux autres, et qui peuvent parler aux membres de la communauté. D'accord? Et comme la santé de la reproduction est très développée, on les forme à ces éléments de santé sexuelle et ils vont parler dans la communauté, aux couples, aux hommes et aux femmes. Des fois, il y a des associations, on les appelle les écoles des maris, donc on les forme sur les stéréotypes sexuels. Et je vous assure que ça marche. Ça marche parce qu'ils se rendent compte, ils vous disent, mais moi, j'avais une tonne dans ma tête. Ce qu'on me demande, pourtant, ce qu'on me demande, ce n'est pas difficile, mais comme j'ai été éduquée comme ça, je ne peux pas faire autrement. Parce que vous savez, ces hommes-là, ils le disent comme ça à l'extérieur, alors que dans leur intérieur, c'est autre chose qu'ils désirent. Ils désirent ce que la femme est. Mais il faut que de l'extérieur, qu'ils montrent que non, je suis l'homme, tu ne dois pas être comme ça. Mais à l'intérieur, il savoure, sans vous dire qu'il savoure. Vous voyez. Donc, lui-même, il subit les stéréotypes sexuels. Vous voyez, comme c'est assez compliqué. Donc, il faut un programme avec plusieurs moments. Hein. C'est pas en un programme, il faut un programme sur plusieurs thématiques et plusieurs renforcements. Parce que c'est pas en une discussion que quelqu'un va être transformé. Mais il faut que des femmes leaders dans les communautés, il faut consulter des femmes leaders dans les communautés, des femmes qui dont la voix porte, auxquelles les gens ont confiance. Au Sénégal, ils ont formé des pères éducateurs chez les adolescents. On les appelle les pères éducateurs. Ils vont même dans les familles. Et quand ils sont dans les familles et qu'ils discutent avec les jeunes, vous avez la maman, on ne la voit jamais là où elle est assise, mais en fait, elle entend. Elle entend ce que les pères éducateurs formés à la santé sexuelle et à la santé de la reproduction disent aux jeunes. D'accord? Et après, ils interpellent, ils disent, mais ce que vous dites aux jeunes, c'est pas mal. Puis après, des fois, il y a des rencontres. On est allé un peu plus au fond, un peu plus en avant. Il y a des rencontres entre parents et jeunes pères éducateurs, où on parle de santé sexuelle. Et les parents, après, il y a des mamans qui demandent à ce qu'on les forme pour qu'elles-mêmes, elles aillent parler, qu'elles aillent dans les foyers pour pouvoir parler aux couples, parce qu'ils sont au courant de beaucoup de problèmes et on sait que le fond, c'est la sexualité. La sexualité, c'est le cœur de l'existence de l'individu. On ne peut pas le nier. Et il faut que... maintenant, il faut respecter le rythme maintenant. On ne peut pas aller plus vite que le rythme de quelqu'un. Il faut respecter le rythme, pouvoir savoir en fonction du milieu où on est, par quel point je commence, pour pouvoir que les gens aient confiance, pour pouvoir après adresser les valeurs et les normes. On ne peut pas venir attaquer les valeurs et les normes de front. Ce n'est pas possible. D'accord? Vous avez compris. Mais oui, il faut être formé. Il faut être formé. Oui. Oui, je sens même le savoir vais aborder une partie de ma question qui m'était très claire dans la tête. C'est au sujet de la péréducation. Ici, Béné aussi, nous avons mis ça en expérience et ça marche très bien parce que quand nous prenons on a un projet de plaidoyer pour l'autorisation à l'avortement sécurisé. Ça n'a pas été accepté par tous, mais grâce à la péréducation, nous sensibilisons les gens. Ça fait que quand vous allez vers les cieux, quand vous mettez au même niveau d'égalité que vous vous comportez, c'est-à-dire quand vous vous mettez dans leur peau et vous leur parlez, vous connaissez le problème. Vous écoutez ça maintenant, quel est le bien fondé d'un tel projet? Maintenant, j'allais demander si la péréducation n'allait pas servir aussi pour, comment on appelle, éduquer, bon, permettez-moi l'autologie, pour éduquer les hommes. Maintenant, est-ce qu'en cette péréducation, on va se montrer seulement de désigner les hommes pères éducateurs ou bien les femmes aussi peuvent être éducateurs et discuter avec ces hommes? Parce que là où c'est un peu délicat, quand c'est la femme qui va chez un monsieur, lui parler d'un tel sujet, lui dit, bon voilà, sachez que votre épouse aussi a besoin de s'exprimer et tout. Ça va lui sembler vraiment aberrant que ce soit une femme qui vienne dire ça. Déjà que c'est tout tabou dans sa tête. Je ne sais pas. Je voudrais qu'on trouve vraiment une petite solution à cette affaire pour commencer par en parler de plus en plus, pour amplifier cela. Merci. Oui. Alors, par rapport aux femmes, nous, il y a un mécanisme au Sénégal, les Badienougor. Peut-être
qu'il faudra mettre dans Google Badien Ngor. Je vais l'écrire ici. Et vous voyez, je vais l'écrire ici et vous allez comprendre l'influence que la Badien Ngor peut avoir dans le milieu. C'est une femme qui est forcément écoutée par le milieu, forcément. Ah oui, ça, il y a ça. Vous ne pouvez pas prendre n'importe qui. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Elle est validée, elle est valorisée, validée pour pouvoir parler à la communauté. C'est des femmes leaders. C'est une femme leader qui fait ça. D'accord? Il faut des leaders. Il faut des femmes, il faut des gens reconnus pour ça. Parce que si on veut parler de sexualité, par exemple, je vous parle de sexualité, vous m'écoutez pourquoi? Parce que ce que je dis, c'est validé parce que j'ai fait un diplôme et que je suis sexologue. Donc, les pères éducateurs, ils sont formés. Les pères éducatrices sont formés et ces femmes qui doivent parler à la communauté, ou les hommes, hein, ou les hommes. Je vous ai donné l'exemple de l'école des maris, ou des hommes, ou même nous formons maintenant les imams, hein, les imams qui dirigent les prières. Eux-mêmes sont en train d'être formés à cette dimension-là. Donc, il faut trouver des leaders. Mais mais d'abord, vous ne pouvez pas vous lever pour dire « je veux former ». Non, il faut analyser les besoins. Il faut rentrer dans la communauté. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des rencontres jusqu'à ce que tout le monde, que la communauté soit d'accord sur « nous avons besoin de ça ». Autant les hommes, les femmes que les jeunes. Et là, ça marche. Si vous-même, vous êtes au courant des choses et que vous allez pour les aider et qu'ils n'ont pas participé à ce pourquoi vous les aidez, ça ne marchera pas. D'accord. Je vais vous couper un peu la parole parce qu'on a dépassé l'heure de 3 minutes. C'est vrai que les échanges sont intéressants, mais on doit devoir stopper. Mais la session qui suit dans cette salle, c'est la question des questions interdites. C'est-à-dire toutes les questions Vous avez jusqu'à 16h30. Ah, d'accord. On nous donne encore 26 minutes, donc on y va, s'il vous plaît. Vous avez la parole, vous pouvez continuer. Alors, j'ai vu qu'on a posé la question, est-ce que la masturbation chez la femme existe? Oui, bien sûr. Le clitoris, quand il est masturbé, ça va jusqu'à l'orgasme. J'ai dit, ça donne du plaisir, mais ça va jusqu'à l'orgasme. Du plaisir. C'est le fait de l'effleurer doucement, doucement, de l'effleurer doucement. Alors, j'ai oublié de dire, dans une interaction entre deux personnes, si vous voulez, pour que ça soit efficace, pour que l'excitation soit efficace, il ne faut pas commencer directement à toucher une femme par les zones, vous m'entendez? Par les zones érogènes. Il ne faut pas toucher directement une femme sur les zones érogènes. Il faut commencer à la caresser par tout le reste du corps, sauf les zones érogènes. Puis après, petit à petit, avec cette intimité, ces caresses, qu'est-ce qui va se passer? L'excitation va commencer, la respiration va commencer à être plus rapide, le corps va être un peu plus chaud, vous comprenez? Le cœur va battre un peu plus vite. Là, vous pouvez descendre sur les zones érogènes et à partir de ce moment-là, ça va donner du plaisir à la femme. Mais si directement vous touchez les zones érogènes et que la femme n'est pas excitée, c'est très désagréable pour une femme. Très désagréable pour une femme. Donc, ça, c'est pour la masturbation. Oui, une femme peut se masturber. Et mieux encore, moi, je conseille aux femmes qui sont mariées et qui aiment se masturber d'arriver à le faire, à le vivre avec le partenaire. Parce que des fois, les femmes se cachent du partenaire pour se masturber. Voilà. Donc, je pense qu'on a parlé de la masturbation. Il m'a posé la question sur la femme. Une femme, est-ce qu'il y a des femmes clitoridiennes, des femmes vaginales? Non. Pour une femme qui a un clitoris, si elle n'a jamais eu d'orgasme clitoridien, c'est qu'elle ne l'a jamais fait. Elle n'a jamais expérimenté l'orgasme clitoridien. Peut-être parce qu'elle ne le sait pas. Mais toute femme est clitoridienne en puissance, toute femme est vaginale. Il ne faut plus faire cette séparation. Je suis vaginale, je suis clitoridienne. C'est plutôt, j'ai plus l'expérience de l'orgasme clitoridien ou j'ai plus l'expérience de l'orgasme vaginal. Mais toutes ces deux dimensions existent chez la femme.
Voilà. Ok, je pense qu'on va donner encore l'opportunité à une autre personne de poser sa question. Donc, il y a M. Abdias qui levait la main depuis. Vous avez la parole maintenant. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je remercie la dame pour ses explications et tout ce qu'elle avait nous apporté. Ma question, ça, c'est plus à l'habitude qu'a pris notre jeune génération. Et la question là est la suivante. Est-il bon de lécher le vagin de la femme? Puisque pour la plupart du temps, on dit que les gens disent maintenant que pour pouvoir donner plus de plaisir à la femme, il faudrait que tu la lèches, que tu utilises ta langue, que tu fais ça. Est-ce que cela est-il bon? Cette pratique-là est-elle bonne? Et est-ce que ça n'a pas d'inconvénient pour l'appareil de la femme et en même temps sur l'homme, vu que c'est sa langue qui l'insère à l'intérieur? Et la deuxième question est la suivante. Un homme ou une femme qui prend l'habitude de se masturber plusieurs fois dans la journée, n'a-t-il pas de conséquences sur lui? Et la masturbation, quels sont ses inconvénients et quels aussi sont ses bienfaits? OK. Alors, je vais commencer. Est-il bien de lécher le clitoris? Je préfère commencer par lécher, masturber le clitoris, soit par la langue, soit par le doigt. Le clitoris d'abord, hein? D'accord? Et vous demandez à une femme, est-ce que ton mari ou ton partenaire a déjà caressé ton clitoris? Oui, j'ai eu du plaisir. Est-ce que vous avez eu l'orgasme? Non. Il faut aller jusqu'au bout de l'orgasme. Toucher le clitoris de la femme, caresser le clitoris de la femme, ou comme vous dites, lécher par la langue le clitoris de la femme, c'est pour que la femme ait un orgasme. Il faut continuer cette expérience jusqu'à l'orgasme. Il ne faut pas arrêter à mi-chemin et passer à la pénétration. Ça, c'est un. De deux, oui, vous pouvez lécher le vagin de la femme. Alors, pour les femmes qui nous écoutent aussi, le vagin de la femme n'a pas d'odeur. Hein. Le vagin de la femme n'a pas d'odeur. Le vagin est propre et nettoyé, auto-nettoyé. Il y a une flore qui est là qui protège. Ce qui donne l'odeur à la femme n'est pas dans le vagin. Si jamais il y a une odeur au niveau qui vient du vagin, c'est qu'il y a une infection sexuelle. Je n'ai pas dit transmissible. Hein. Il y a une infection sexuelle, il y a des infections sexuelles qui peuvent donner une mauvaise odeur, comme il y a des infections sexuellement transmissibles qui peuvent donner des mauvaises odeurs. C'est deux types d'infections. Donc, ce qui donne l'odeur chez la femme se trouve, c'est des glandes qui se trouvent entre les grandes lèvres et les petites lèvres. Et là-bas, c'est la peau qu'il faut nettoyer avec du savon, ensuite bien sécher. Et là, il n'y a plus d'odeur du tout. Alors, après ça, vous pouvez faire ça. Maintenant, il faut faire attention. Le seul risque, c'est si elle a un herpès génital. Il ne faut pas le faire, parce que sinon, vous allez attraper l'herpès génital. Ça c'est clair. Vous comprenez. D'accord? Mais naturellement, la femme doit veiller à être en partenariat avec quelqu'un si elle n'a pas, sans avoir de faire des tests d'infection, s'il y a des tests là-bas. D'accord. Effectivement, par faire ça, le risque, c'est si elle a une infection, ça peut passer dans votre bouche. Maintenant, est-ce que la masturbation en elle-même ne donne pas de conséquences? Non. La masturbation en elle-même ne donne aucune conséquence. Parce que même nous, ici au Sénégal, quand 10 ans après, 20 ans après, un monsieur a un problème d'éjaculation prématurée ou un problème d'érection, il va vous dire, mais il faut que je vous dise, docteur, hein, quand j'étais jeune, je me masturbais beaucoup. Non, ça ne vient pas de là. D'accord? Ça n'a pas de conséquences. Le pénis est très bien protégé. Quand on se masturbe, on stimule des récepteurs qui sont au niveau de la peau. Ça ne touche en rien ce qu'il y a à l'intérieur du pénis. Maintenant, quand vous dites maintenant se masturber plusieurs fois, ça c'est différent. Ou si vous voulez être aidé à ne pas vous masturber plusieurs fois, il faut pouvoir occuper votre esprit, occuper votre esprit à autre chose que sur les sensations d'excitation sexuelle. Parce qu'il y a deux choses. Un, être stimulé comme ça, parce que j'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose, j'ai senti ou j'ai touché et qui m'a donné des idées sexuelles. Je suis entrée en excitation sexuelle avec l'érection. Une autre chose, le deuxième point, c'est j'ai maintenu, j'ai insisté, je suis restée sur ces idées pour maintenir l'excitation sexuelle. Donc, ce deuxième point, ce deuxième stade, vous pouvez agir dessus pour être en érection et pourtant ne pas finir à la masturbation.
Ou alors, vous mettez de l'eau glacée, vous allez voir, l'excitation va tomber, le pénis va redevenir tout mou. Si vraiment vous essayez de trouver une solution, ou je ne sais pas, peut-être que vous voulez seulement l'information, mais il y a des solutions comme ça. Et vous occupez l'esprit, faire du sport, ne pas rester isolé. C'est vrai qu'avec le corona, on est un peu plus seul, tranquille, effectivement. On pense qu'il y a, les études disent que les gens se sont beaucoup plus masturbés pendant les isolements, le cas des isolements pendant le corona. Voilà. Merci, madame. Je pense que M. Abdias a la réponse à sa question. Donc, on va donner l'opportunité à d'autres personnes également de réagir. Il y a M. ou madame Tossou. Vous avez la parole. Allô? Je pense qu'elle n'est pas là. Madame Natacha, vous voulez toujours intervenir? D'accord, elle est là. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Non, monsieur ou madame Tassou d'abord. Ouais. Je voulais revenir un peu sur ce que madame vient de dire par rapport à la masturbation. Elle a fait ça n'a pas de conséquences. Ben, je voudrais partager quelque chose avec vous. Je ne sais pas si ça fait partie des conséquences. Mais en réalité, lorsque une femme, je prends un exemple pour moi-même, c'est-à-dire, je voudrais revenir maintenant de la partie je reste un peu fragile, je me sens une socialité, lorsqu'on me touche, je ne sens rien. Est-ce que là, ce n'est pas des conséquences de la masturbation au niveau de la femme? J'aimerais en savoir un peu plus sur ça. Maintenant, secondo, lorsque je passe de la séduction au mariage, comment va se manifester la sensualité? Merci beaucoup. C'est dommage, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Le son n'était pas bon. Le son n'était pas bon. Je pense qu'elle disait comment est-ce qu'on passe de la séduction dont vous avez parlé pour arriver à la sensualité. Ah, d'accord. Donc, ok. Alors, la séduction, faire plaisir à l'autre, attirer l'autre à soi, avec, je pense, en fonction des cultures, chacun a mis en place des éléments de séduction. Au Sénégal, vous avez des femmes qui ont des petits pagnes pour stimuler la vue. Elles ont des perles qu'elles mettent au niveau des reins qui quand elles se prennent, ça fait des sons qui évoquent quelque chose donc pour stimuler l'ouïe. Mais une fois que les deux corps se sont rapprochés, maintenant, qu'est-ce qui entre en jeu? C'est la sensualité. D'accord? Par rapport à la vue, le regard sensuel, il y a un micro qui fait beaucoup de bruit. Le regard, par exemple, le regard sensuel. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous êtes mature et que vous avez été jeune, revenez un peu à quand vous avez été jeune, que vous fréquentiez quelqu'un. Quand on était assis face à face, on est assis face à face et on se regarde. Et on ne détache pas le regard. Et c'est comme si on allait se manger du regard. Vous voyez, ces émotions, ces sensations qui sont en train de ces émotions qui montent petit à petit, ces émotions qui montent petit à petit. Et quoi? Et qui s'accompagnent d'une certaine lubrification au niveau des sensations au niveau du vagin. D'accord? Maintenant, c'est le temps du regard, la durée du regard qui stimule l'organe qui est la vue. Si votre mari rentre à la maison pour vous dire bonjour, comme nous au Sénégal, vous baissez les yeux, vous vous mettez à genoux, vous baissez les yeux, il ne se passe rien. Il ne va rien se passer. Mais si on se regarde. J'ai essayé moi-même avec mon compte personnel. Donc, quand tu finis de ton tu vas retourner sur ton nez pour continuer. Ok, tu dis que tu me veux avoir. Bien, je m'avais Aïe, aïe, aïe. Allô? Nous n'entendons plus le docteur. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc, c'est le temps de ce regard qu'on maintient, qui petit à petit, ce regard s'accompagne de sensations.
Et ces sensations même qui sont causées par le regard sont source d'excitation sexuelle. Ça contribue à développer la sensualité. L'ouïe, par exemple, quand vous travaillez l'ouïe, le l'ouïe comme organe de sens, d'accord? En termes de communication, quand vous voulez dire à votre mari, parce que là, on n'a plus le temps, donc je vais faire ça rapidement. Vous rentrez à la maison, vous voulez dire à votre mari que vous l'aimez, vous allez lui dire, chérie, je t'aime parce que aujourd'hui, tu m'as écouté, ça fait que je t'aime. Le risque, c'est que tu m'as écouté. Dans sa tête, il va se dire, mais je l'écoute tous les jours. Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui qu'elle me dise, tu m'as écouté? Par contre, qu'est-ce que vous avez ressenti? Le fait qu'il vous écoute, qu'est-ce que ça vous a donné comme ressenti? C'est ça qu'il faut analyser. Vous retournez la chose en vous-même. Chérie, je t'aime parce que je me sens apaisée. Je suis fière. Et donc, c'est différent de dire chérie, je t'aime parce que tu m'as écouté, chérie, je t'aime parce que je suis apaisée. Maintenant, ça, c'est une question d'efficacité, c'est la communication authentique. Authenticité, c'est je dis ce que je ressens. Donc, on apprend à dire ce qu'on ressent, on ne le cache pas. Mais il faut prendre du temps en soi, pour reconnaître ses émotions et ses sentiments. Ça, c'est le vrai travail. Ça permet aussi de ne pas se concentrer sur le partenaire et peut-être l'agresser sur des choses qui ne sont pas en lui ou lui qui ne l'a pas reconnu. En plus, vous gagnez en authenticité. 2, vous êtes en disant je t'aime parce que je me sens apaisée, vous êtes en train de valoriser votre partenaire. Il se sent valorisé. Son estime de soi monte. Vous avez compris. Donc, pour nous, les femmes féministes avec un certain niveau intellectuel, ça nous permet de revenir, parce que ça n'a plus rien à voir avec sujet, verbe, complément à l'école, ça a à voir avec moi, ce que je ressens. Ça nous permet de revenir à la relation et de garder et de maintenir une relation stable avec un mari. Plutôt que chaque fois qu'il dit quelque chose, je lui montre que je sais. Les réponses vont montrer que je sais réfléchir, et lui, il va se sentir écrasé. Non, tu dois faire ce que je veux, des choses comme ça. Pour s'éloigner de ça, on parle de soi et de ce qu'on ressent. Je t'aime parce que je me sens apaisée. Vous allez voir, ça le valorise et son estime de soi monte. Son estime de soi prend une grade en hauteur. Et ça, c'est un besoin vital pour l'être humain, autant chez la femme, autant que chez l'homme. Maintenant, il y a une façon de le dire. Chérie, je t'aime parce que je me sens apaisée. Il y a une façon la tonalité de la voix est très importante. Parce qu'il va se passer quelque chose. Si vous faites attention à vous-même, pas à votre mari, chérie, je t'aime parce que je me sens apaisée. La façon de le dire, et que il y a une tonalité de la voix qui est travaillée, qui fait que cette tonalité de la voix, elle est légère, elle est apaisante. Quand vous parlez d'une tonalité légère, vous sentez vous-même que c'est apaisant. Ce que vous ressentez comme apaisement, c'est ce qui va passer chez votre partenaire. Mais c'est en faisant attention à vous que vous allez faire ça et que le partenaire va ressentir cet apaisement. Est-ce que vous avez entendu cette partie-là? Oui. Voilà. Ça, c'est la sensualité, c'est une voix sensuelle. Mais c'est votre existence qui est en jeu. Ce n'est pas l'existence du partenaire. C'est votre vie que vous mettez en jeu, que vous existez à ce moment-là. Vous ne faites pas exister l'autre. Mais en existant, l'autre existe à travers ce qui est bon en vous. Est-ce que vous avez compris? Allô? Oui, nous avons compris, nous vous suivons, docteur. Donc, ça, c'est l'exemple de l'ouïe, l'organe de sens, par l'ouïe. L'organe de sens par l'ouïe, comment votre voix, la modulation de votre voix, vous permet, vous, d'entrer dans un état d'apaisement et que votre mari va venir intégrer parce qu'il se sent apaisé en entendant la voix sensuelle. Et c'est le même travail, je ne peux pas faire pour tous les sens, mais c'est le même travail pour tous les sens. Peut-être une autre rencontre, je pourrais développer ça. D'accord? D'accord, merci madame. Je pense que vous en avez fini. Alors, on va donner la parole à Esther qui veut poser une question également. Esther, vous avez la parole. Esther? Esther, vous avez la parole. Bonsoir, chère dame.
Je vous remercie pour vos apports. J'espère que tout un chacun de nous va bien. Ce que je voudrais savoir, c'est concernant, par exemple, on a dit que la masturbation en elle-même n'a pas d'inconvénients. De la même manière, il a été dit qu'en temps normal, rien ne devrait s'insérer dans le sexe de la femme, comme par exemple ses doigts qui touchent à tout. En s'insérant, par exemple, dans le sexe, ne va-t-il pas créer d'infection? Excepté cela, comment devraient se faire nos toilettes intimes? Parce que d'après certains parents, une femme qui est vierge a sa manière de faire sa toilette, une femme qui ne l'est plus a sa manière de le faire. Il nous a également été enseigné que faire les toilettes ne veut pas dire insérer ses doigts dans le sexe pour laver les contours, mais d'après certains parents, il est nécessaire de le faire pour pouvoir éliminer les pertes blanches qui sont là pour qu'au cours des rapports, que cela se passe très bien. Donc voilà à peu près ce que je voudrais savoir. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, autant l'homme que la femme, avant de mettre le doigt dans le vagin de la femme, il faut se laver. Soit vous vous êtes déjà douché, soit vous vous êtes lavé au savon. Ça, c'est clair. Ça, c'est la base. Il faut que les mains soient propres. Donc, valablement, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps si les mains sont propres. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit toilette intime? Il ne faut rien mettre dans le vagin de la femme, de grâce. Ne mettez rien. Vous avez une flore qu'on appelle, toute femme a une flore qu'on appelle flore saprophyte, qui est là, qui protège le vagin. Si on met des choses dans le vagin, ça va décaper cette flore vaginale. Et qu'est-ce qui va se faire? Ce sera infection sur infection. D'accord? Il ne faut rien mettre dans le vagin. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut nettoyer, c'est la vulve. Toute cette vulve, c'est la peau. Tout ce qui entoure l'entrée du vagin, les grandes lèvres, l'espace surtout entre les grandes lèvres et les petites lèvres, c'est la peau. Il y a des glandes qui sécrètent. C'est ça qu'il faut bien nettoyer avec le savon. Hein? Et vous séchez bien. Mais il ne faut rien mettre dans le vagin. Les pertes blanches, c'est des productions physiologiques qui protègent le vagin, qui sortent. Et quand ça arrive au niveau de la vulve, vous nettoyez bien votre vulve. Si vous mettez votre doigt, ne mettez pas de savon dans le vagin, ne mettez rien dans le vagin. Est-ce que ça, je ne sais pas si c'est... Il y a une femme vierge a une façon de faire sa toilette, une femme qui est mariée a une façon de faire sa toilette. Non, on ne met rien dans le vagin. Mais on nettoie bien la vulve, que la vulve soit propre, parce que l'odeur vient de là-bas. Si vous voulez mettre votre doigt, mettez votre doigt. Pour moi, il n'y a aucun risque si les deux mains sont propres, si les mains du partenaire sont propres. Ça, c'est dans une situation normale. Hein? Alors, comment restaurer? Je vois une question ici. Comment restaurer la flore au cas où elle est détruite? C'est une consultation chez la sage-femme ou la gynéco. Il y a des comprimés qu'on met en vaginal pour restaurer la flore. Ok, merci, docteur. Il y a encore Esther qui veut revenir. Donc, tu peux revenir, Esther. D'accord. C'était juste pour vous dire merci pour l'apport que vous m'aviez donné par rapport à mes préoccupations. Aussi, bon, comme c'est déjà une initiative qui a été lancée, si cela pouvait être déjà apporté et transmis pour que les parents également comprennent cet enjeu pour ne plus peut-être dire à l'enfant, il faut à tout prix que tu pénètres quelque chose pour pouvoir bien laver ton sexe une fois, ce serait bien pour mieux éviter les infections et mieux protéger le sexe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Esther. On va donner la parole maintenant à monsieur, c'est madame Tassou. Vous avez la parole maintenant. Allez-y. C'est madame Tassou. Ah, désolée alors. En fait, oui, j'avais posé une question, mais
Apparemment, la connexion n'avait pas permis d'entendre ça. Je disais que madame a dit qu'il n'y a pas de conséquences lorsqu'une femme se masturbe. Et j'aimerais savoir quel est ce sentiment de frigidité qu'on ressent après peut-être des semaines de masturbation. C'est-à-dire après des semaines de masturbation, lorsque peut-être ton homme te touche, tu ne sens plus rien, tu n'as pas envie de faire l'amour en fait. Tu ne sens plus et tu n'as plus une sensualité en tant que telle. Merci. Bon, la question est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez dit qu'après des semaines de masturbation, on peut ne pas avoir envie de faire l'amour. Donc, oui. Après, je ne sais pas ce que vous appelez par des semaines de masturbation. C'est quoi? Bon, je dis, sur une longue période, tu te masturbes, genre, tu n'as pas de relations vraies avec ton homme. Tu te masturbes à chaque fois, peut-être qu'il était en voyage. Ah, d'accord. Vous Okay. voyez ce que je voudrais dire. D'accord. Alors, l'excitation sexuelle, c'est-à-dire cette envie que j'ai de me rapprocher de mon partenaire pour avoir du plaisir, pour vivre quelque chose de plaisant, pour avoir satisfaction. Souvent, c'est lié au sentiment. Qu'est-ce qui vous lie? Quel est le lien? Quel est le lien que nous avons? Comment on préserve le lien amoureux? Parce que s'il y a le lien amoureux, ça facilite les choses. Mais si le lien amoureux n'est pas entretenu, ça devient beaucoup plus difficile. D'accord? Nous avons une femme a bien le droit, son mari est absent, elle doit se masturber. Je ne pense pas qu'elle va se masturber sur beaucoup, mais dès qu'elle est en droit d'utiliser son corps pour avoir du plaisir. D'accord? Mais ça, c'est une activité sexuelle, mais qui n'a rien à voir avec l'interaction sexuelle que je dois avoir avec mon partenaire pour finir par le rapport sexuel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'entretiens cette interaction entre les deux, entre mon partenaire et moi? C'est déjà pour mettre les sens en émoi. Parce que justement, ces organes de sens, il faut qu'ils soient aiguisés, ils soient mis en émoi quand mon partenaire est là. On se était parti en voyage, on se regarde, c'est pas banal, on s'embrasse, c'est pas banal, il y a une excitation qui monte, et quand cette excitation monte, ça donne envie d'aller au-delà. Vous comprenez? Mais si ça, c'est pas travaillé, effectivement, et que ça fait longtemps qu'il n'est pas là, et puis il est là, et puis pof, je dois faire l'amour avec lui, ça ressemble pas à grand chose, effectivement, je n'ai pas envie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Il y a le lien amoureux qui est là, l'entretien du lien amoureux. Il faut refaire des activités ensemble, il faut pouvoir faire des activités ensemble, il faut pouvoir organiser un voyage, sortir de notre chambre, la maison où on est tout le temps, changer d'endroit, pouvoir aller dans une autre ville ou voyager. Donc, il faut pouvoir avoir la chance, se donner la chance de s'organiser comme ça pour pouvoir avoir des moments où on comment on dit, on redynamise la dynamique du couple. D'accord? Mais ça, c'est au niveau, il faut se le permettre. D'accord? Pourquoi? Parce que l'organe sexuel, c'est le cerveau, hein? C'est pas le sexe. C'est le cerveau qui est sexuel et le corps répond à une activité cérébrale sexuelle. Le corps répond. Mais si le cerveau n'a pas d'activité sexuelle cérébrale, le corps, il ne bouge pas. Il est comme ça, on n'a pas envie, il ne se passe rien. D'accord? Mais si le cerveau, si moi, une femme, j'habitue mon cerveau, c'est pour ça qu'on dit qu'on apprend. La sexualité, ça s'apprend. Être ensemble, on apprend. Il y a des phénomènes, il y a des choses qui se passent au début de la relation de façon spontanée. L'intensité du lien fait qu'on ressent des choses. Mais si on ne l'entretient pas, attention, avec le temps, avec la routine, il va se passer des choses qui vont nous surprendre nous-mêmes, dans le sens où les femmes vont se plaindre qu'elles n'ont plus envie. D'accord, merci beaucoup pour les interventions. Merci, docteur, pour le temps que vous avez consacré à nous pour ces petits éclaircissements.